Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Dominique de Villepin a passé la journée dans le bureau des juges. Depuis 10 heures ce matin, il était entendu dans l'affaire Clearstream. L'ancien Premier ministre qui a quitté les lieux tout à l'heure conteste toute dimension politique au dossier et renvoie la balle à Nicolas Sarkozy. Un virage pour l'agriculture européenne. Bruxelles recommande de mettre fin à la jachère pour pouvoir produire plus. Il s'agit de répondre au manque de céréales qui pousse les prix à la hausse. Bertrand Cantat va-t-il sortir de prison? Condamné à 8 ans de détention, il en a effectué 4 et sa demande de libération pourrait aboutir la semaine prochaine. Dans une lettre au juge, la mère de Marie Trintignant exprime son opposition à une telle décision. Un nouveau record pour l'euro face au dollar. La France déplore les conséquences d'une monnaie forte sur sa compétitivité. Mais on verra que l'Allemagne, avec la même devise, reste championne du monde des exportations. Le succès retrouvé de l'internat à la campagne ou dans les banlieues. De nouveaux établissements sont désormais créés chaque année pour répondre à la demande d'encadrement et de suivi des parents d'élèves. C'est le dossier de cette édition. Enfin, un nouveau grand musée ouvre ses portes à Paris après-demain à l'occasion de la journée du patrimoine. Le musée des monuments français qui raconte 800 ans d'architecture à travers des maquettes, des moulages et des toiles. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est semble-t-il la devise de Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre a passé 8 heures aujourd'hui à répondre aux questions des juges chargés de l'affaire Clearstream. Il y retournera dans un mois. La question, rappelons-le, peut se résumer ainsi. A-t-il, oui ou non, cherché à impliquer Nicolas Sarkozy dans ce dossier de comptes occultes? L'ancien Premier ministre le nie catégoriquement et tente de se poser lui-même en victime. Olivier Caroff, Lionel Langlade. La presse d'abord, les juges après. Pour Dominique de Villepin, pas question d'esquiver les caméras. La médiatisation de l'affaire Clearstream, il la subissait comme Premier ministre. Il en joue depuis sa mise en examen. J'ai déposé au magistrat hier un dossier comportant plusieurs notes expliquant ce qu'était pour moi la réalité de ce dossier. Un document intégralement mis en ligne sur Internet et où il est d'abord question de Nicolas Sarkozy, accusé de jouer les victimes tout en utilisant l'enquête. Ce dossier peut être considéré comme privatisé au profit d'une seule partie civile. La vérité pour un seul n'est sans doute pas la même que la justice pour tous. Dominique de Villepin maintient qu'à l'époque des faits, il n'avait aucune raison de nuire à Nicolas Sarkozy, qui a eu tort, dit-il, de se prendre pour la cible principale des faussaires. Pas de machination politique, il va falloir en convaincre les juges. Eux ont préparé plus de 110 questions sur des faits, des dates. Dans le dossier, les accusations sont de plus en plus précises. Les plus récentes émanent de Jean-Louis Gergorin, l'expéditeur des faux listings. Il désigne Dominique de Villepin comme le donneur d'ordre, celui-ci riposte. Jean-Louis Gergorin n'aura cessé d'invoquer mon autorité comme on se sert d'un masque. L'interrogatoire de l'ancien Premier ministre s'est achevé il y a quelques minutes. Il est à nouveau convoqué dans un mois, toutes les questions n'ayant pas été abordées. Plus que son image, Dominique de Villepin dit vouloir défendre son honneur. Il conclut ainsi sa note au juge. Point de haine, point de rancœur, point d'amertume. Rappelons aussi que Dominique de Villepin a dû verser une caution de 200 000 €. Il a fait appel et sa requête sera examinée demain. Je vous le disais en titre, c'est un changement de perspective complet qui se dessine pour l'agriculture française et européenne. On craignait la surproduction, on redoute maintenant la pénurie. Pour faire face à la demande très forte des pays émergents qui poussent les prix à la hausse, la Commission européenne a donc recommandé aujourd'hui la fin de la jachère, instituée il y a une quinzaine d'années. Les exploitants sont incités à produire davantage. Laurence Decherf, Jean-François Monnier. Fini les fleurs sauvages dans cette parcelle. Il est temps de labourer. Cet agriculteur peut de nouveau cultiver les 33 hectares inexploités sur les 330 qu'il possède. 10% des terres en jachère, une obligation aujourd'hui révolue. Donc voilà, nous nous trouvons ici dans une parcelle de jachère avec un champ de maïs à côté. Cette parcelle de jachère l'an prochain sera remise en culture, ainsi que la parcelle de maïs où nous aurons du blé dans toute cette parcelle l'an prochain. Ça, c'est plutôt une bonne chose? Effectivement, c'est une très bonne chose. Cette parcelle était en jachère depuis la dernière réforme de la PAC en 92. Historiquement, la jachère est une rotation des cultures, permettant ainsi le repos d'une parcelle. Mais pour l'Union européenne,
Elle devient un outil de régulation du marché, car en 1992, surproduction, prix au plus bas. C'est la jachère obligatoire contre l'avis des paysans qui manifestent partout en Europe. Quel bordel en France! On prend les paysans pour des cons! Aujourd'hui, la situation s'est inversée. On ne produit plus assez. En cause, les conditions climatiques, sécheresse en Australie, intempéries en Europe. L'augmentation de la population mondiale qui multiplie les bouches à nourrir. Les biocarburants qui empiètent sur l'alimentaire. Conséquence, les cours flambent. Alors pour l'Europe, terminer les jachères. Mais ça ne suffira pas. Il faudra produire plus. Il faudra probablement augmenter les rendements de 40% sur la planète pour pouvoir satisfaire les besoins d'ici les 20 prochaines années. Donc ça va aller très très vite. Produire plus, mais sans polluer. Cet agriculteur ne cultivera pas toutes ces jachères, mais les consacrera au pâturage pour ses vaches. Il redoute l'utilisation de pesticides et d'engrais à outrance. Aujourd'hui, ce sont les productions les plus agressives sur l'environnement qui sont les plus soutenues. Plus de pesticides et moins de jachères, c'est la fin de certaines espèces. Ici, par exemple, on élève l'outarde pour la réintroduire. Un oiseau qui a besoin de cet espace non cultivé pour se reproduire. Selon les écologistes, zéro jachère c'est impossible, il faut préserver la biodiversité. Sans jachère, il n'y a plus de végétaux, de végétation sauvage, il n'y a plus d'insectes, il y a beaucoup moins d'insectes. Et donc les oiseaux qui se nourrissent de végétaux et d'insectes n'ont pas de nourriture, donc c'est la chaîne alimentaire qui est brisée. La fin des jachères permettrait de produire 10 millions de tonnes de céréales en plus, soit 1/6 de la production. Mais la France pourrait quand même décider de conserver la moitié de ces jachères, celles qui jouent un rôle essentiel dans l'environnement, comme les parcelles près des cours d'eau. Le débat en tout cas est lancé. Le ministre de l'Agriculture Michel Barnier se félicite lui de cette recommandation. Il faut dire que depuis un an, les cours se sont effectivement envolés. Voici les derniers chiffres. Plus 53% par exemple pour le blé, plus 63% pour le maïs, avec des répercussions dans le monde entier et parfois étonnantes. Ainsi, les associations de consommateurs italiennes appelaient aujourd'hui à boycotter l'aliment national, les pâtes, pour protester contre la hausse des prix. Reportage à Rome, Philippe Visserias, Karine Guillaume. Qu'elle soit à la sauce tomate basilic ou à l'huile d'olive, c'est la vedette de la journée. Dans ce restaurant romain, la greffe des pâtes ne fait pas vraiment recette, et pour cause. C'est un sacrifice trop important pour un Italien que de se priver de pâtes. Ils auraient pu nous demander autre chose. Pourtant, les associations de consommateurs ont bien essayé de mobiliser la population. Distribution gratuite de pâtes et protestation devant le Parlement, une offensive symbolique contre le plat national pour lutter contre la hausse des prix. En rentrant des vacances, on s'est rendu compte que les spaghettis avaient augmenté de 27%. C'est une hausse spéculative et injustifiée. À cause d'une très forte demande en provenance des pays asiatiques, en une année, le prix du blé a augmenté de 50% sur les marchés mondiaux. Pour la ménagère italienne, c'est une hausse de plus qui s'ajoute à tant d'autres en cette rentrée. Ne me parlez pas de ça, parce que ça me met en rogne. On n'arrive pas à boucler nos fins de mois. On ne peut plus rien acheter, tout est cher. Bientôt, on marchera pieds nus, c'est moi qui vous le dis. Semi-échec ou pas, cette journée sans pâtes aura révélé le malaise des consommateurs italiens. L'Italie est le premier pays consommateur de pâtes au monde. Chaque année, un Italien mange environ 28 kilos de pâtes, soit 4 fois plus qu'un Français. Retour en France avec en plein débat sur l'immigration, une mesure choc proposée par des députés UMP, des tests ADN pour lutter contre les fraudes au regroupement familial. La disposition a même été adoptée en commission des lois. Elle sera donc débattue à l'Assemblée, mais elle provoque d'ores et déjà de très vives protestations, y compris au sein même de la majorité. Amaury Guibert, Jacques Gérard. Tous les jours, aux portes des consulats de France, les mêmes difficultés. Pour les candidats au regroupement familial, l'attente s'éternise car les papiers d'état civil présentés ne sont pas toujours fiables. Pour prouver leur bonne foi, les demandeurs devraient-ils réaliser un test ADN? C'est la proposition du député Thierry Mariani. C'est simplement un moyen moderne qui est quand même plus sûr que des papiers d'état civil faits par moment dans des pays où l'état civil, soyons honnêtes, n'a pas grande valeur. Voilà. On préfère attendre 1 heure et demie ou on préfère dire je suis volontaire et avoir la preuve en 15 jours.
11 pays européens ont déjà adopté ce genre de procédé, selon le député du Vaucluse. Son amendement prévoit de proposer à un demandeur de visa de plus de 3 mois, s'il y a un doute sur son état civil, de réaliser un test ADN à ses frais. Pour le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, qui présentera son projet de loi la semaine prochaine, l'idée est séduisante. Je rappelle que ces tests ADN seraient proposés à des volontaires. Ce ne serait pas imposé, ça serait à des volontaires. On ne peut donc pas faire l'économie d'une réflexion. Mais dans l'hémicycle, cette réflexion risque d'être animée. En commission des lois, des députés de la majorité se sont déjà opposés à l'amendement Mariani, rejoignant l'opposition qui dénonce une dérive. On parlait de chasse aux faciès, puisque c'est un peu ce que M. Hortefeux demande à ses préfets. Alors maintenant, on a la chasse au sang, la chasse génétique. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Les opposants à l'amendement soulignent aussi que les fraudes en matière de regroupement familial concernent moins les enfants que les conjoints, pour qui les tests ADN ne sont d'aucune utilité. À gauche, Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon, a finalement été relaxé par la Cour d'appel de Montpellier après avoir traité des harkis de sous-hommes. Cette déclaration avait fait grand bruit. Il avait été condamné à une amende de 15 000 € en première instance. C'est cette condamnation qui vient donc d'être annulée. Les représentants de la communauté harki vont se pourvoir en cassation. 4 ans après les faits, on reparle de l'affaire Bertrand Cantat. La demande de libération du chanteur pourrait aboutir la semaine prochaine. Elle sera examinée par le juge d'application des peines. Bertrand Cantat a effectué la moitié de sa condamnation, mais les plaies restent à vif. Nadine Trintignant, la mère de Marie, a pris la plume pour mettre en garde contre cette éventuelle libération. Dominique Verdaillan, Vincent Bouffartigue. Il y a presque 3 ans, jour pour jour, Bertrand Cantat quittait Vilnius pour rejoindre la prison de Muret près de Toulouse. La Lituanie acceptait que le chanteur du groupe Noir Désir continue de purger sa peine de 8 ans d'emprisonnement en France. Depuis la mort de Marie Trintignant, qui a succombé au coup mortel porté par le chanteur, sa mère Nadine veille attentivement sur les suites judiciaires. Dans une lettre adressée au juge d'application des peines, elle écrit: je n'ai pas fait appel du jugement dont la sentence me paraissait appropriée, à la condition que la durée d'emprisonnement ordonnée soit respectée. Ayant effectué plus de la moitié de sa peine, ayant indemnisé les victimes, ayant un emploi assuré par sa maison de disques, Bertrand Cantat est en droit de demander sa libération conditionnelle. Pour son avocat, le chanteur doit être traité comme n'importe quel détenu. Bertrand Cantat, à l'origine, a dit qu'il assumait ses responsabilités. Il les a assumés. Il n'a pas contesté la décision le condamnant à 8 ans d'emprisonnement. Il s'est montré un détenu modèle, sans jamais réclamer quoi que ce soit. La justice doit trancher entre 2 combats antinomiques. Celui de Bertrand Cantat qui veut redevenir libre, celui de Nadine Trintignant qui se mobilise pour les femmes victimes de violences. Justice encore en bref, on attend d'un instant à l'autre les réquisitions dans le procès des agresseurs présumés de 2 CRS à la cité des Tarterets. L'audience en tout cas a mis en évidence le climat de crainte et de représailles qui entoure ce dossier. Un témoin anonyme doit être entendu à huis clos demain matin. Autre procès à Paris, la cour d'assises a requis 8 à 10 ans de prison ferme contre 3 CRS accusés de viol aggravé sur des prostituées. Les policiers auraient exercé une forme de chantage sur des étrangères, parfois en situation irrégulière. Le verdict est attendu dans la soirée. Faut-il redouter le chikungunya? La Direction générale de la santé a demandé une surveillance renforcée dans le département du Var. La présence du moustique potentiellement porteur du virus y a été établie. Attention, le virus lui-même n'a pas été détecté, mais des actions de prévention et d'information ont commencé. Sur place, Olivier Théron, Virgile Liado. Ce technicien de l'agence de démoustication pose un piège. Il s'agit de capturer des larves de moustiques tigres. Dans ce cimetière de Sainte-Maxime, un premier foyer a été mis au jour. Un gîte positif, typiquement le genre d'endroit où le moustique Aedes albopictus aime se développer. Aedes albopictus, dit le tigre, à cause de ses rayures et de sa voracité, continue sa migration vers l'ouest. Il est arrivé par l'Italie en 2005, il a colonisé les Alpes-Maritimes et il s'est installé dans le Var depuis cet été. Il est arrivé ici par ce qu'on appelle un transport passif, en voiture, en train, lors de déménagements dans des soucoupes. Les gens transportent en fait soit des larves, soit des adultes qui rentrent dans des voitures et ressortent
La seule façon de lutter contre le moustique tigre, c'est d'éliminer les eaux stagnantes en ville et dans les jardins. À Sainte-Maxime, même si le tigre est encore discret, certains ont déjà pris des mesures. Donc là, vous avez changé votre façon d'arroser les plantes. J'ai supprimé la coupelle. D'accord. De manière à ce que ça stagne pas dans le fond. Et si vous nous dites qu'il faut vider les coupelles, on videra les coupelles. Ça, un plan d'alerte a été mis en place par la Direction générale de la santé. Le moustique tigre peut être vecteur du virus du chikungunya. Aucune raison de s'affoler en France, le virus n'est pas présent. Mais il a contaminé ces dernières semaines 170 personnes à Ravenne, en Italie. Économie, un nouveau record pour l'euro qui a été coté aujourd'hui, 1,3920 face à la monnaie américaine. C'est un chiffre qui paraît abstrait, mais cette hausse a de grandes répercussions. Bien sûr, l'euro fort a des avantages, nous payons moins cher notre pétrole par exemple, mais à l'inverse, il pèse sur notre compétitivité. Les produits français sont plus chers à l'exportation. Reportage Yves Ginca, Virginie Travers. Voilà. Ceci, c'est donc notre production. Ce sont des miroirs grossissants, éclairants. Les miroirs Bro, fleurons de l'industrie française depuis 2 siècles. 40 salariés, une production 100% locale et une place de leader mondial sur le marché de l'hôtellerie de luxe. L'entreprise est florissante, mais voilà, ses produits sont facturés en euros. Ses concurrents, eux, vendent en dollars. Or, le billet vert vaut beaucoup moins que la monnaie européenne. Conséquence, les miroirs français sont nettement plus chers. Cette PME a déjà perdu des marchés. À partir du moment où le prix deviendrait trop cher à cause du taux du dollar, il est clair que nous perdrons des clients. Et ça vous inquiète? Ça m'inquiète aujourd'hui. Pour rester compétitive, l'entreprise a déjà baissé ses prix de 5%. Insuffisant. Sa riposte, fabriquer beaucoup plus et vendre encore moins cher à des clients plus nombreux. Ce patron doit donc séduire de nouveaux clients à l'étranger. Pour l'aider dans sa démarche, une agence du ministère du Commerce. Ici un constat, le niveau de l'euro n'est pas l'unique handicap des PME françaises. Ça sera donc, il y a d'autres raisons. À mon avis, il faut, si on compare surtout avec l'Allemagne, que les PME françaises soient un peu plus importantes en nombre et en capital. Il faut recruter, avoir des services export plus structurés. Pour les miroirs Bro, le niveau de l'euro ne serait donc pas forcément une fatalité pour décrocher de nouveaux horizons. Et depuis 1 an, le déficit commercial de la France atteint des sommets, 30 milliards d'euros. On a rarement vu pire. Alors l'euro est-il vraiment le seul responsable? Pas si sûr. De l'autre côté du Rhin, nos voisins sont confrontés au même phénomène, la même devise, et pourtant l'Allemagne reste championne du monde des exportations. Reportage Jérôme Bonny, Juliette Tria. Dans cette PME du sud de Berlin, nous avons rencontré un patron heureux. Le chiffre d'affaires de son entreprise a pratiquement doublé en 6 ans et l'euro fort ne l'empêche pas d'exporter 75% des composants pour machines-outils qu'il produit. Tout comme une grande partie de l'industrie allemande, son usine profite de la croissance mondiale. Nous sommes dans une période où les investissements se multiplient dans le monde. C'est un créneau dans lequel nous étions déjà très actifs et nous en profitons plus que d'autres pays moins forts dans l'exportation d'équipements industriels. Les exportations allemandes croissent de 10% par an. Les machines-outils sont envoyées de plus en plus vers les économies émergentes d'Europe centrale et d'Asie. Cette conjoncture favorable se greffe sur un tissu industriel très compétitif. Mercedes, Krupp, mais aussi des entreprises plus petites. Il y a ici 48 ouvriers, payés autour de 2 000 € par mois, pour 37h30 par semaine. Mais toujours prêts à faire des heures supplémentaires. Ça arrive relativement souvent. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà. On a beaucoup de travail, alors il n'y a pas de semaine sans heures supplémentaires. L'industrie allemande est aussi portée traditionnellement par un dialogue social plus serein qu'en France. L'Allemagne donc s'est mieux adaptée à la globalisation que la France, mais dans une économie mondiale qui change très vite, les industriels ici aussi savent que rien n'est acquis.
Et le pétrole, lui aussi, crève les plafonds. Le baril de brut a passé la barre des $80 aujourd'hui sur les marchés mondiaux. Le sud des États-Unis confronté à la saison des cyclones. L'ouragan Humberto s'est abattu aujourd'hui sur le Texas, provoquant d'importants dégâts. Plus de 100 000 foyers seraient privés d'électricité. Des toits ont été arrachés. Humberto s'est affaibli en fin de journée pour redevenir une tempête tropicale en touchant la Louisiane, avec des vents n'excédant pas 100 km/h. Le voyage de Bernard Kouchner au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie française était au Caire aujourd'hui et il se montre optimiste. Pour lui, quelque chose est en train de se passer entre Israéliens et Palestiniens, en prélude à une conférence internationale de paix qui pourrait se tenir en novembre. Il croit à l'imminence d'un État palestinien dans les semaines qui viennent. Les négociations, en tout cas, ne seront pas simples sur la question du tracé des frontières, car depuis des années, sans bruit, la colonisation israélienne se poursuit toujours un peu plus et la barrière de séparation érigée récemment a isolé plusieurs villages palestiniens. Reportage Charles Anderlin, Khaled Aboukaker. Depuis la construction de la barrière de séparation entre Israël et la Cisjordanie, rien ne va plus à Azoun Atma, un village palestinien. Mohamed a fini par craquer. Il renonce à l'agriculture et démonte ses serres pour les revendre. Cela ne vaut plus la peine, il est trop difficile de vendre nos produits. Par exemple, je ne peux pas être sur le marché de Naplouse à 6 h du matin, puisque c'est l'heure à laquelle les Israéliens nous permettent de sortir. Car Azoun Atma a une seule entrée autorisée. Ce barrage militaire israélien ouvert de 6 h à 21 h. Les 1500 villageois sont entièrement enclavés entre la barrière de séparation et pas moins de 3 colonies israéliennes à l'est et à l'ouest. La plupart des champs sont à l'abandon. Certains agriculteurs ont même détruit leurs plantations d'oliviers. Les plus chanceux ont obtenu un permis de travail en Israël. Hani Amer, lui, est un des derniers à tenter malgré tout de cultiver ses terres. Plus de 95% des agriculteurs sont partis d'ici. Ils ne pouvaient plus continuer en raison des restrictions imposées par l'armée et le prix élevé du carburant, de l'eau et des engrais. 97 villages palestiniens sont ainsi encerclés, partiellement ou totalement, par la barrière de sécurité et des colonies israéliennes. Cela représente une population de 320 000 personnes dont tout accord israélo-palestinien devra tenir compte. En Grande-Bretagne, la réapparition de Margaret Thatcher, l'ancien Premier ministre, a rencontré le nouveau Gordon Brown. Margaret Thatcher a aujourd'hui 81 ans et sa santé est fragile. Gordon Brown, le travailliste, avait récemment rendu hommage à la force des convictions de la Dame de Fer. C'était son expression. Retour en France avec le succès retrouvé de l'internat. À la campagne ou dans les banlieues, de nouveaux établissements sont désormais créés chaque année. Ils répondent à la demande d'encadrement et de suivi des parents d'élèves. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Mallory Aounou, Frédéric Faure. J'aurais pu, moi. Assis un petit peu, t'as pas bu de lait, après tu vas être en forme pour la matinée. Et la matinée va être longue. Il est 6 h 30, Fabien 11 ans et Benjamin 14 ans prennent leur dernier petit déjeuner à la maison. Ils rejoignent leur internat pour la semaine, pas le choix avec une maman aide-soignante et un papa chauffeur routier. Mon mari débauche tard le soir, moi j'ai des horaires en décalé, donc c'était pas possible qu'il rentre à la maison le soir, puisque des fois il n'y a personne. Direction Saint-Thirier-la-Perche, à 40 km de Limoges. Cette académie rurale compte le plus grand nombre d'internes. Mais pour Fabien qui entre en 6e, tout est nouveau. J'avais eu un peu peur, mais après ça allait. L'internat des 11 ans, c'est pas un peu jeune? C'est un petit peu jeune, on va dire. Mais bon, ça l'apprend à vivre en communauté et puis à essayer de se débrouiller tout seul. Le choix de la famille a été d'autant plus facile que l'internat, réhabilité en 2002, a changé de visage. Le dodo de la semaine. Annick Soulier le sait bien, il y a 30 ans, elle a fréquenté le même établissement. Ils sont en chambre par 4, que nous c'était des grands dortoirs en box de 8. Là en plus ils ont une salle de bain pour 2. Des vieux dortoirs, il ne reste que quelques lits. Salles de sport, d'art plastique ou d'informatique les ont remplacés. Coût à l'année, 1 100 € avec une aide de 235 € pour les boursiers.
Après avoir été délaissés pendant 30 ans, les internats connaissent un nouvel essor. Alors que le nombre d'élèves total baisse, le nombre d'internes, lui, augmente légèrement depuis 2003. Aujourd'hui, 4,5% des élèves sont internes, surtout en lycée et en lycée professionnel. Pour certains enfants qui peuvent avoir des soucis, l'internat permet de recadrer les choses. Arrivé au niveau du lycée, l'internat c'est plus un choix pour avoir des conditions d'études peut-être meilleures qu'à la maison. C'est le pari du collège André Canivet de Douai. Il a reçu en 2005 le label Internat de réussite éducative. Ces internes, principalement des enfants de forains et de bateliers, à la scolarité parfois chaotique. Je suis obligé de faire des cours par correspondance. Puis c'est pas bien quoi, c'est pas bon niveau. Et donc là, ça te permet quoi cet internat? Par exemple, quand j'ai des problèmes au devoir, par exemple j'appelle le surveillant ou j'ai des aides d'études, puis on m'aide à faire mes devoirs, tout simplement. On trouve aussi quelques élèves issus de quartiers défavorisés. Déborah vient de Bondy en Seine-Saint-Denis, à 200 km d'ici. En 6e ou en CM2, j'avais des 15 de moyenne. Et mes professeurs ils trouvaient ça que c'était dommage parce qu'ils trouvaient que j'avais un grand potentiel dans les études bien sûr. Et que mon milieu, j'étais assez influençable. J'aime beaucoup être en agitation, tout ça. Donc ma mère, dès qu'elle a entendu ça, comme tous les mères, elle a voulu me changer d'environnement. Dans ces structures, un collégien coûte 8 450 € par an. Aide financière directe, soutien scolaire et médical, activités, tout est pris en charge et cela marche. Les résultats du groupe des internes qui étaient inférieurs à celui du collège se retrouvent maintenant au même niveau, voire est meilleur. Désormais, ces internes sont aussi plus nombreux à poursuivre la scolarité après 16 ans. Pour l'instant, seuls 28 établissements sont labellisés, mais la pension, loin d'être une punition, semble à nouveau s'imposer comme un tremplin. Ce sont des initiales qui ont marqué des décennies d'actualité et aussi de films policiers, mais il faudra les oublier. Les RG, Renseignements Généraux, et la DST, Direction de la Surveillance du Territoire, ont officiellement disparu aujourd'hui. Les deux services fusionnent pour donner naissance à la DRI, Direction du Renseignement Intérieur. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a longuement visité aujourd'hui l'immeuble flambant neuf qui accueillera ce service à Levallois-Perret, à côté de Paris. Cela représente un peu plus de 6000 policiers. Une curiosité à Lyon, le ministère du Logement a décidé de se délocaliser pendant 10 jours dans la capitale des Gaules. Surprise ce matin pour les badauds, les fonctionnaires travailleront dans des algécos aménagés pour l'occasion en plein milieu de la place Bellecour. Denis Sébastien, Thierry Simonet sur place. Le chantier bat son plein, mais qu'à cela ne tienne, ils se sont déjà mis au travail ou du moins veulent montrer qu'ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Ces deux collaborateurs de Christine Boutin, venus en éclaireur, découvrent leur nouveau bureau ce matin. On est loin du luxe feutré des palais parisiens. C'est inhabituel, c'est très agréable. Autour de cette place magnifique, c'est tout à fait inattendu. Vous entrez dans l'algeco du ministre, donc. Le bungalow sera mis à sa disposition, c'est le seul qui va être moquetté. Une quarantaine de fonctionnaires prendra possession des lieux la semaine prochaine. 24 bungalows sont en cours d'installation, le tout sous les yeux parfois surpris des passants. Les fonctionnaires qui vont travailler là-dedans, et ils vont faire quoi? C'est pour faire... Travailler sur le logement. Sur le logement? Ma foi, je leur souhaite bon courage. Je trouve que c'est une bonne initiative, ils se rapprochent un peu des gens en venant voir comment ça se passe dans la rue. Il faudrait arrêter de nous envoyer de la poudre aux yeux et faire des choses concrètes. Ça, c'est pas concret. Ça, je trouve que c'est pas concret du tout. Coût de l'opération, 250 000 € pour 10 jours de délocalisation. Quand on compare à des colloques organisés à Paris, on peut considérer que le coût de notre opération, c'est le coût de 2 colloques. Au programme, en tous les cas, des réunions avec les professionnels, des visites de terrain et en principe, une administration enfin accessible à la portée de tous. Un grand rapport de l'Académie de médecine sur le cancer. Cette enquête permet de se faire une idée générale sur la maladie. Premier enseignement, le nombre de morts a commencé à baisser. Quant aux causes du cancer, elles sont essentiellement liées à l'hygiène de vie, tabac ou alcool. La pollution est loin derrière. Nathalie Sapena, Dominique Bonnet. Il y a de plus en plus de cancers, mais on en meurt moins. Depuis 1950, la mortalité a baissé de 13%. C'est la bonne surprise de ce rapport, fruit de 2 ans de travail. Pas de nouveauté en revanche sur les principales causes de cancer bien connues, le tabac qui provoque près d'un quart des cancers et l'alcool 7%. Par comparaison, la pollution qui inquiète pourtant beaucoup n'est impliquée que dans 0,2% des cancers.
Le rapport tire aussi un signal d'alarme sur les traitements hormonaux de la ménopause, largement prescrits dans les années 90 et qui déclenchent aujourd'hui 5300 cancers du sein par an, soit 13% des nouveaux cas. Mais le cancer reste encore une maladie très mystérieuse. Les 2/3 des cancers n'ont pas de cause connue. Le coup d'envoi du Ramadan, des centaines de milliers, peut-être des millions de musulmans français vont observer les 30 jours de jeûne entre le lever et le coucher du soleil. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année pour des raisons religieuses ou simplement culturelles, en particulier les jeunes générations. Francis Mazoyer, Sylvain Gauthier. Le Ramadan, ce n'est pas que pour les grands. On en parle aussi devant les lycées. Tu t'es réveillé ce matin pour manger ou pas? Je t'ai pas réveillé. Donc t'as rien dans le ventre depuis hier soir. Aujourd'hui, de plus en plus d'adolescents observent le jeûne. Un respect des rites que ne partagent plus certains parents. C'est le cas du père de Salem. Ben, c'est son choix en fait. S'il veut le faire, il le fait. Moi je lui conseillerais bien sûr, mais si c'est pour se faire du mal et tout le temps lutter, tout le temps se plaindre, non, c'est pas ça le Ramadan. Comme Nasser, 13 ans, certains commencent très tôt. Ça va. Pas trop dur. Ça va pas trop dur. Ça fait 4 ans que je le fais, c'est-à-dire je m'entraîne. C'est comme une mission quoi à faire. Et on l'a réussi, on est fiers. Il y a environ 5 millions de musulmans en France. Selon un sondage CSA, 88% affirment respecter les rites du Ramadan, jeûne, prière et charité. On habite dans un quartier où c'est facile de mal tourner. Et nous, personnellement, grâce à ces valeurs inculquées dans l'islam, on résiste à tout ça. D'autres préfèrent insister sur les signes religieux. Le port de la barbe, par exemple. La nécessité pour la femme de mettre le foulard. Votre mère, elle porte le foulard? Non. Dès ce soir, les mosquées attendent de nombreux jeunes musulmans qui, le reste de l'année, se font plus rares dans les lieux de culte. Un nouveau grand musée ouvre ses portes à Paris. Il s'agit du musée des monuments français qui accueillera le public dès samedi pour la journée du patrimoine. Il raconte 800 ans d'architecture à travers des maquettes, des moulages et des toiles. Daniel Wolfram, Emmanuel Morel. Les billets d'entrée sont déjà là, prêts à servir dans ce qui est en France le premier grand musée d'architecture et du patrimoine. Il aura fallu 10 ans de travaux et quelques retards pour ouvrir à la lumière du jour ce qui n'était qu'une vieille institution poussiéreuse. À Paris, dans les salles du beau musée des monuments français, en présence de M. Perfit, ministre de l'Information. Sous la voûte du palais de Chaillot, 300 moulages en plâtre, les grands témoins du patrimoine. En fait, ces moulages, ce sont des orphelins. Ils ont tous à s'intégrer dans les façades de cathédrales. Ils sont là isolés. Mais ils sont là pour exciter notre désir à aller voir justement les originaux. L'ange de la cathédrale de Reims, si son moulage n'avait pas été fait en 1880, son étrange sourire aurait à jamais disparu. Après l'incendie de 1914 de la cathédrale, on a pu réaliser la copie en pierre qui est à nouveau sur la façade de la cathédrale. C'est l'état de la cathédrale de Notre-Dame de Paris avant la restauration de Viollet-le-Duc. Des cathédrales d'hier à celles des temps modernes, réunies au-dessus, dans la galerie d'architecture, voici la gare du Nord. Des petits modules contemporains aux structures les plus légères comme des oiseaux. Avec les ailes d'acier du stade Charletti à Paris, on passe au gratte-ciel et au plus grand défi de l'architecture d'aujourd'hui. L'histoire de ce musée, c'est toujours la relation de l'architecture à la ville. Donc le public, là, peut absolument choisir et regarder sur le thème de la grande hauteur quelles étaient les propositions des architectes. Il peut voir absolument les détails. 150 ans d'architecture contemporaine résumés en 150 mètres. C'était bien là le défi, et pour démontrer que le patrimoine d'hier peut s'inviter dans celui d'aujourd'hui, en vis-à-vis, le symbole de Paris. Football, le faux pas de la France hier soir face à l'Écosse, défaite à domicile 1-0 après ce but de James McFadden sur ce tir de loin. On le revoit au ralenti. Les choses se compliquent pour la France car dans le même temps, l'Italie s'est imposée en Ukraine 2-1 suite à ce doublé signé Di Natale. Voici ces 2 buts italiens qui permettent à la Squadra Azzurra de prendre la 2e place du groupe derrière l'Écosse. La France reste maître de son destin toutefois. Si elle gagne ses 3 derniers matchs, elle sera qualifiée pour
cet Euro 2008. En bref, en Formule 1, la sanction est tombée ce soir pour McLaren. L'écurie a été reconnue coupable d'espionnage sur Ferrari et la formation britannique s'est vue retirer tous ses points au championnat du monde des constructeurs. Elle a écopé aussi d'une amende record de 100 millions de dollars. À signaler tout de même que Lewis Hamilton et Fernando Alonso, les deux pilotes, conservent eux leurs points dans la course au championnat du monde. Et puis l'Euro de basket 2007, la France est en ce moment même en train de jouer les dernières secondes de sa demi-finale face à la Russie. Le score est très serré à quelques secondes de la fin. C'est la Russie, les Russes qui mènent de quelques points, mais le match est très indécis. Vous vous souvenez sans doute du dessin animé Kirikou et la sorcière qui avait obtenu un grand succès. Eh bien, le héros est de retour. Et c'est sur scène qu'on le retrouve, dans une comédie musicale. Le pari de transposer ce vaillant petit personnage au théâtre était audacieux. Christophe Hérault et Emmanuel Beck ont assisté à la première représentation à Lyon. Il est 10 h du matin, dernier réglage pour la troupe de Kirikou. Ce soir, c'est la première et dans un coin de la salle, Michel Oslo, le créateur de Kirikou, donne ses ultimes conseils. Non, là, tu es ahuri. C'est vrai. Pardon. Pardon. Mais non, Michel, vous ne dérangez pas. Vous qui avez osé prendre le risque de laisser sortir le petit personnage de la pellicule. Et une question nous taraudait, qui pouvait bien donc interpréter Kirikou? C'est une marionnette et un danseur. Je suis Kirikou. Ah ouais, c'est... il n'y a vraiment pas de secret, quoi. C'est quand on interprète, moi je suis dans la savane, je sors de la calebasse, je vais sauver mon oncle, je suis vraiment dans le personnage. Bonjour mon oncle, je suis Kirikou, ton neveu. Mais tu n'es pas mon neveu. Je viens de quitter ma sœur qui n'avait pas encore accouché. Maintenant c'est fait, c'est moi, et je viens t'aider à combattre Karaba la sorcière. Pour ce terrible combat entre Kirikou et Karaba, ils sont une centaine de danseurs, techniciens, musiciens, venus du Togo, du Mali, du Congo ou de France. Durant 2 mois, ils ont travaillé à la Maison de la Danse de Lyon, sous la houlette d'un flegmatique anglais. Chorégraphe au Royal Ballet de Londres, arrangeur des danses d'Harry Potter, c'est Wayne McGregor. Nous avons essayé de rester très proche de l'esprit du film, sans tous ces trucs et ces ficelles du showbiz. Nous avons tenté de garder la vraie fragilité de cette histoire. C'est sûr, sur scène, Karaba sera terrifiante et Kirikou dansera comme un dieu. Parole de gamin. Oui, j'adore. Pourquoi tu l'adores? Parce que c'est bien, il y a le petit garçon qui court très vite. Comme le petit garçon court très vite, bientôt il sera au Casino de Paris, peut-être bientôt pour une tournée mondiale. On vous l'avait assez répété, Kirikou est petit, mais il est vaillant. Un mot encore pour vous signaler la parution, comme chaque année, d'un album de photos au profit de l'association Reporters sans frontières, 100 nouveaux clichés de la Terre vue du ciel, signé Yann Arthus Bertrand. L'album est en vente, 9,90 €. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Dominique de Villepin a été entendu toute la journée par les juges chargés du dossier Clearstream. L'ancien Premier ministre conteste toute dimension politique au dossier et renvoie implicitement la responsabilité sur Nicolas Sarkozy. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, le point route, Valérie Maurice, 20h50 envoyé spécial autour de Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et puis je vous signale que sur Kirikou, vous pourrez suivre toute la semaine prochaine un feuilleton dans l'édition du 13h. Très bonne soirée.